Bonsoir, bienvenue dans ce programme spécial Mots de saison. Vous le savez, nous arrivons à la fin de la saison 2 de l'émission. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité et de tous vos retours encourageants sur le forum de nos lives qui m'ont vraiment beaucoup aidé à l'écriture. Ce soir, nous allons voir les 2 derniers épisodes de la saison 2. Je ne sais pas encore s'il y aura une saison 3 un jour, mais pour le moment, j'ai envie de vous présenter quelques épisodes qui ont une signification particulière pour moi. Pour commencer, l'émission sur la peinture Hono de la peintre Uemura Shoen. En fait, c'est une peinture que j'ai découverte dans le musée national de Tokyo lors de mon 2e voyage au Japon. Et j'avoue que j'ai été complètement subjugué par cette œuvre, notamment par la beauté qu'elle dégageait, mais aussi et surtout par tout ce qu'elle ne disait pas. J'avais l'impression qu'il y avait une signification cachée derrière les lignes, les postures, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire des recherches et d'en savoir davantage, de découvrir des choses sur ce que voulait vraiment dire la peintre. Et c'est ce qui m'a donné l'idée en fait de proposer cette émission Mots de saison à Alex sur l'art et l'histoire de l'art japonais. Voilà, je vous propose de regarder et on se retrouve juste après. L'ère Meiji, dans la seconde moitié du 19e siècle, est une période de bouleversement politique important au Japon. Avec la fin du shogunat et la restauration de l'empereur, elle marque également la fin du sakoku, la fermeture du pays, qui a isolé l'archipel pendant plus de 2 siècles. Cette ouverture va avoir des conséquences directes sur l'art japonais. À la fin du 19e siècle, face à la croissance de l'influence artistique occidentale, un mouvement conservateur prend forme afin de défendre l'art traditionnel nippon. C'est à cette époque qu'apparaît le terme Nihonga, littéralement peinture japonaise, par opposition au terme Yoga qui désigne la peinture de style occidental. Depuis, le terme Nihonga englobe toutes les œuvres faites selon les conventions, techniques et procédés de la peinture traditionnelle japonaise qui n'utilisent que des matériaux naturels, eau, bois, papier, soie et pigments issus de minéraux, végétaux ou ossements animaux. À une époque où la peinture Nihonga est nettement dominée par des hommes, Uemura Shoen fait figure d'exception. Fille d'un marchand de thé à Kyoto, Shoen naît en 1875, 2 mois après la mort de son père. Très jeune, elle se passionne pour les estampes du grand maître Hokusai et montre de réelles prédispositions pour la peinture. C'est ce qui convainc sa mère Nakako de la laisser poursuivre une carrière de peintre professionnel, ce qui n'était alors pas considéré comme convenable pour une femme, normalement destinée au mariage. À l'âge de 12 ans, Shoen rentre à l'école des arts de Kyoto et étudie la peinture Nihonga sous l'égide de grands maîtres japonais comme Suzuki Shonen, Konoba Hirei et Takeuchi Seiho. Elle remporte son premier prix régional à l'âge de 15 ans et son premier grand prix national à l'âge de 25 ans. Après une carrière en dents de scie, elle devient en 1941 la première femme peintre à entrer à l'Académie japonaise des arts, puis en 1948, la première femme à recevoir l'ordre du mérite culturel japonais. Uemura Shoen s'est surtout illustrée dans le genre Bijinga, littéralement la peinture de belles femmes, très représentative de la peinture Nihonga. Parmi toutes les beautés féminines peintes par Shoen, Hono est sans doute l'une des plus remarquables. Dans cette peinture sur soie datée de 1918, Shoen reprend avec beaucoup de force et de sensibilité un thème célèbre de la littérature japonaise, le spectre de Dame Rokujo, dévoré par la haine et la jalousie. Le sujet provient d'une pièce de No datant de la période Heian, intitulée Aoi no Ue, elle-même basée sur un épisode du fameux Genji Monogatari, le dit du Genji, rédigé par une noble romancière du XIe siècle, Murasaki Shikibu. Le prince Hikaru Genji, fils de l'empereur écarté de la succession au trône, a épousé sa femme, Aoi no Ue, alors qu'il était très jeune, et a pris une maîtresse, Rokujo no Miyasu Dokoro. Cette très noble dame, épouse du prince héritier Zembo, était destinée à devenir impératrice, mais la mort prématurée de son époux l'a empêchée de parvenir à ses ambitions. Délaissée peu à peu par Hikaru Genji, humiliée lors du festival annuel Kamo no Matsuri, Dame Rokujo devient folle de douleur en apprenant que l'épouse de son amant, Aoi no Ue, est enceinte. Cette jalousie dévorante la transforme peu à peu en Mononoke, en esprit malfaisant, ou plus précisément en Ikiryo, un esprit vivant qui quitte le corps d'une personne pour aller en hanter une autre. Peu de temps après l'accouchement d'Aoi no Ue, l'Ikiryo de Rokujo prend possession du corps de sa rivale et l'entraîne inexorablement vers la mort. Dans le premier acte de la pièce, la famille d'Aoi no Ue fait appel à une prêtresse, Teruhi, pour tenter de comprendre la nature du mal qui détruit peu à peu l'épouse légitime du prince Genji. La chamane réussit à attirer l'esprit de Dame Rokujo en faisant vibrer la corde d'un Azusayumi, un arc sacré en bois de catalpa utilisé dans les rites shinto. Dans le second acte, comprenant qu'Aoi no Ue est en danger de mort, la famille fait appel à un puissant prêtre bouddhiste pour exorciser la jeune femme. Lorsqu'il commence son invocation sacrée, l'esprit de Dame Rokujo perd tout contrôle et se transforme en Hanya,
démon cornu qui incarne la jalousie féminine et dont le masque est souvent utilisé dans le théâtre no. C'est d'ailleurs sous cette forme effrayante et démoniaque que les artistes japonais ont tendance à représenter Dame Rokujo, comme Hokusai dans ses fameux croquis ou mangas datant de la fin 18e, début 19e siècle, Nabeta Gyokuei dans le Kaibutsu Eiron, ou Livre illustré des monstres en 1881, ou encore Kogyo Tsukioka dans cet ukiyo-e datant de la fin 19e siècle, début 20e. Uemura Shoen fait un choix radicalement différent dans son interprétation de Dame Rokujo. Le titre Hono, qui signifie flamme en japonais, évoque bien la pièce de No Aoi no Ue, puisqu'il s'agit d'une référence directe à l'une des répliques du spectre de Rokujo dans le premier acte. Ikari no hono wa watashi no mi o kogasu no desu. La flamme de ma colère me brûle. Traditionnellement, le personnage de Rokujo, comme tous les personnages féminins dans le théâtre no, était interprété par un acteur de sexe masculin. Or, c'est bien comme une femme qu'Uemura Shoen représente Rokujo sur cette peinture. Celle-ci présente toutes les caractéristiques d'une dame de haut rang de l'époque Heian. Le hikimayu, des sourcils épilés et redessinés plus haut sur le front sous forme d'ovale, avec une poudre de suie de sésame. L'oraguro, c'est-à-dire les dents teintes en noir. La peau très pâle, probablement éclaircie avec une poudre blanche nommée oshiroi. Des cheveux très longs, certaines dames les faisaient parfois pousser jusqu'à 2 mètres, et un kimono constitué de plusieurs hitoe, c'est-à-dire plusieurs couches de vêtements. Shoen s'attache à peindre le personnage au moment même où elle perd la raison et bascule dans la démence. Dame Rokujo se mord les cheveux pour tenter de maîtriser ses émotions et de résister à la jalousie incontrôlable qui la déchire. Son corps se tord de souffrance et prend des allures serpentines, au point même que la robe supérieure de son kimono glisse sur son épaule gauche, motif souvent utilisé dans la peinture japonaise pour suggérer la folie. Plusieurs indices montrent qu'elle est en train de devenir un mononoke, un esprit maléfique. Ses longs cheveux et le bas de son kimono semblent devenir évanescents et disparaître, ce qui rappelle la manière dont on représente au Japon les yurei, c'est-à-dire les fantômes, traditionnellement dépourvus de jambes et flottant au-dessus du sol. Regardez également de plus près le motif peint sur le kimono de Rokujo. La toile d'araignée, qui emprisonne ses proies jusqu'à ce qu'elle les ait complètement dévorées, apparaît en noir et blanc sur l'ensemble du vêtement. Cela symbolise vraisemblablement le pouvoir implacable de l'esprit vengeur qui prend lentement mais sûrement possession du cœur de Rokujo. Quant aux fleurs de glycine stylisées, elles peuvent être interprétées de 2 manières. Cette plante grimpante, très puissante, capable de tordre du fer forgé, est généralement considérée comme le symbole d'un amour exigeant et exclusif. Dans ce sens, elle constitue le support idéal pour le spectre de la jalousie tissant patiemment sa toile dans l'âme de Rokujo. Mais la glycine au Japon, en plus d'être un kigo de printemps, est aussi le symbole de la prière bouddhiste, spirale de conscience qui se déroule progressivement de l'humain au divin. Dans ce cas, le motif sur le kimono de Dame Rokujo pourrait signifier que la haine qui la ronge, la toile d'araignée, l'empêche d'accéder à la lumière de Bouddha et de se délivrer de sa douleur. Le dernier indice pictural qui marque la transformation de la femme en esprit malfaisant est une autre référence directe au théâtre no. En effet, dans le premier acte de la pièce Aoi no Ue, l'interprète de Rokujo, qui ne s'est pas encore transformé en Hanya, porte un masque appelé Deigan. Ce masque féminin est reconnaissable à ses yeux colorés avec de la poussière d'or, qui non seulement symbolise la jalousie maladive et obsessionnelle de la jeune femme, mais indique aussi qu'elle appartient déjà à l'autre monde. Uemura Shoen a repris la symbolique du masque Deigan, mais en l'adaptant à la peinture Nihonga. Si on observe d'un peu plus près les yeux de Dame Rokujo dans Hono, on s'aperçoit que son regard douloureux et mélancolique se voile d'une légère teinte dorée. Ici, la peintre a utilisé une technique particulière en appliquant la feuille d'or non pas sur le devant de la peinture, ce qui aurait été trop voyant, mais à l'arrière de la soie, pour qu'elle apparaisse discrètement, par transparence. Si Uemura Shoen parvient si bien à exprimer la jalousie de Rokujo dans cette peinture, c'est parce que cette souffrance trouve un écho dans la vie personnelle de l'artiste. Shoen n'a jamais été très heureuse en amour. Toute jeune, elle cède aux avances de son professeur, Shonen Suzuki, un homme marié de 27 ans son aîné, et lui donne même un fils en 1902. Mais son mentor, qui vient d'obtenir un poste important et craint pour sa réputation, finit par l'abandonner. C'est donc en mère célibataire qu'elle doit élever son petit garçon, qui deviendra plus tard le peintre Uemura Shoko. En 1917, alors qu'elle rentre à peine dans la quarantaine, Shoen tombe éperdument amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle et se prend à rêver de mariage. Hélas, la famille du jeune homme s'oppose fermement à ce qu'il épouse une femme plus âgée, artiste et fille-mère de surcroît. Le jeune homme cède à la pression familiale et finit par choisir une épouse plus convenable, ce qui rend Shoen folle de douleur. L'artiste entre en dépression et se referme complètement sur elle-même, en se retirant de la vie artistique publique jusqu'en 1924.
Hono, qu'elle peint en 1918 à l'âge de 43 ans, peut donc être considérée comme une sorte d'autoportrait, dans lequel elle exprime sa propre haine, sa propre jalousie, et tente ainsi d'exorciser sa déception sentimentale. Cependant, elle le fait avec une grâce incomparable, sans fureur, sans excès. Tous les traits sont élégants et fluides. Rokujo paraît glisser dans son kimono de soie, les longues manches et les plis de sa robe paraissent presque liquides. Au lieu d'utiliser des tons chauds, comme on aurait pu s'y attendre en s'arrêtant au titre flamme, Shoen semble s'interdire le moindre soupçon de rouge et privilégier au contraire des teintes très fraîches. Les hitoe, les couches de vêtements, sont colorées dans diverses nuances de bleu et de vert. Le kimono est presque blanc, rehaussé d'un vert profond, d'un jaune et d'un mauve très doux pour les glycines. On est bien loin de la colère latine, excessive et passionnelle que l'on pourrait trouver dans les toiles occidentales. L'artiste nous montre plutôt l'image d'une douleur lancinante, silencieuse, solitaire et résignée, celle dans laquelle elle a vécu pendant de longues années. Tout en respectant les codes du Bijinga, Uemura Shoen a su s'approprier personnellement, voire intimement, un thème japonais classique pour le transcender en une œuvre à la fois poignante et envoûtante. Hono fait actuellement partie de la collection du Musée national de Tokyo, que je vous invite vivement à visiter si vous avez la chance de voyager au Japon. Je vous quitte avec ce haïku, également écrit par une femme, la nonne-poétesse Chiyo. Asagao wa kumo no ito ni mo saki ni keri. Le liseron du matin, malgré la toile d'araignée, a éclos. On m'a demandé plusieurs fois comment je choisissais les sujets pour mots de saison. Ben, en fait, j'ai presque envie de dire que ce sont les sujets qui s'imposent parfois d'eux-mêmes à moi. Pour vous donner un exemple, lors de la saison 1, pour me faciliter la vie, j'avais décidé de faire une émission que je pensais assez facile sur un yokai, un gashadokuro, une espèce de grand squelette géant. Voilà, et j'avais en tête un triptyque de Kuniyoshi, donc j'ai commencé à faire mes recherches sur ce sujet. Et en fait, en travaillant sur cette peinture, je me suis rendu sur cette estampe plus exactement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout gashadokuro et que ça faisait référence à une autre légende que je ne connaissais pas, avec une princesse exilée qui avait acquis des pouvoirs magiques, avec un sorcier crapaud sur une montagne, voilà, et qui cherchait à venger son père suite à une sordide vengeance de clan. Et en fait, voilà, à partir d'un sujet qui me paraissait très simple, j'ai commencé à dérouler toute une histoire et toute une structure très très complexe que je n'avais pas envisagée. Au départ, je pensais faire une émission, il s'est avéré que j'en ai fait 3. Voilà, je vous propose du coup de revoir l'une de ces émissions, celle qui traite notamment du père de Takayasha Hime, Taira no Masakado, et on se retrouve à nouveau juste après. S'il est une figure féminine emblématique dans la littérature japonaise du XIXe siècle, c'est bien celle de Takayasha Hime. Cette princesse légendaire est sans nul doute l'un des personnages les plus protéiformes. Orpheline exilée, nonne défroquée, infatigable voyageuse, séductrice à la beauté fatale, guerrière vengeresse et puissante sorcière, elle a fasciné et inspiré un grand nombre d'artistes de la période Edo, en particulier ceux de l'école Utagawa, sur lesquels je reviendrai dans une prochaine émission. C'est en 1806 que l'auteur Santo Kyoden réactualise son histoire dans le roman intitulé Uto Yasukata Chugiden, légende de la loyauté d'Uto Yasukata. L'œuvre est ensuite adaptée pour le théâtre kabuki en 1836 par le dramaturge Takarada Jusuke avec la pièce Yoni Uto Soma no Furugosho, amour filial dans le palais abandonné de Soma. Le succès est tel que la pièce sera rejouée très régulièrement pendant toute l'ère Edo, en particulier l'acte 6. Intitulé Shinobi Yorukoi wa Kusemono, mais plus généralement désigné sous le titre Masakado. L'école Utagawa, que j'ai mentionnée, était spécialisée dans la production d'estampes représentant des acteurs de kabuki. Voilà pourquoi on trouve de très nombreux ukiyo-e représentant les personnages de la légende de Takayasha Hime, interprétés par les acteurs célèbres de l'époque. Il convient de rappeler que dans le kabuki, tous les rôles féminins sont joués par des hommes. Gardez donc en mémoire que la plupart des xylographies représentant Takayasha que vous verrez dans les prochaines émissions représentent en réalité des onnagata, des acteurs entraînés à styliser la féminité dans leur jeu de scène.
Mais revenons au cœur de la légende de Takiya Hime. Comme c'est souvent le cas, elle trouve ses racines dans un épisode historique lointain, datant de l'ère Heian. En 939 de notre ère, le samouraï Taira no Masakado se rebella contre l'empereur Suzaku, alors âgé de 16 ans, et dont la cour se trouvait à Kyoto. Après plusieurs victoires militaires fulgurantes, Masakado conquit la quasi-totalité du Kanto et s'autoproclama Shinno, nouvel empereur de la cour de l'Est, qu'il installa dans la province de Shimosa. Sa révolte fut pourtant de courte durée. En 940, Masakado fut mortellement blessé d'une flèche dans la tempe lors de la bataille de Kojima, ce qui ne l'empêcha pas de combattre jusqu'à son dernier souffle l'armée de Fujiwara no Hidesato, homme lige de l'empereur envoyé pour le défaire. Ce dernier ramena la tête du rebelle vaincu à Kyoto et l'exposa à l'extérieur du marché de l'Est pour en faire un exemple. Et c'est là que commence la légende. D'après la tradition, même après 3 mois d'exposition, la tête décapitée de Masakado ne se décomposa pas. Au contraire, son visage qui semblait toujours aussi vivant afficha peu à peu une expression féroce, ce qui attira une grande foule de curieux. Une nuit, l'effrayante relique se mit à briller de façon surnaturelle, puis s'envola toute seule. Après avoir parcouru un peu moins de 400 km, elle atterrit à Shibasaki, un petit village de pêcheurs situé sur le futur site d'Edo qui deviendrait plus tard Tokyo. Terrifiés, les villageois lavèrent la tête du défunt avec respect et, pour apaiser son esprit, enterrèrent la relique dans un petit sanctuaire en pierre, le Kubizuka, littéralement la tombe de la tête, originellement dans l'enceinte du premier temple Kanda-myoji. Dès la fin du Xe siècle, le fantôme de Masakado se manifesta à maintes reprises, poussant le voisinage terrorisé à lui faire régulièrement des offrandes pour l'inciter au repos. Au début du XIIIe siècle, la secte bouddhiste Tendai érigea un monastère à proximité, ce qui sembla déplaire à l'esprit de Masakado. Tous les moines furent décimés par la peste en quelques mois. Lorsqu'en 1616, le temple Kanda-myojin fut délocalisé dans ce qui constitue aujourd'hui le quartier d'Akihabara, personne n'osa déplacer la tombe, considérée désormais comme celle d'un onryo, un esprit vengeur capable de nuire physiquement aux vivants. Même le gouvernement Meiji, qui installa son ministère des Finances juste à côté en 1896, se garda bien d'y toucher. Mais en 1923, après le grand tremblement de terre du Kanto qui détruisit une grande partie de Tokyo, notamment le quartier d'affaires d'Ootemachi, les autorités japonaises décidèrent finalement d'exploiter cet espace vacant. Après avoir préalablement fait fouiller le site à la recherche du crâne de Masakado, ce qui s'avéra vain, on fit raser le Kubizuka déjà abîmé par le séisme et on y érigea en 1924 une aile temporaire du ministère des Finances. L'onryo n'apprécia pas. Mais alors, pas du tout. En 2 ans, les accidents étranges et les morts inexplicables se multiplièrent parmi les employés du ministère et les responsables du projet urbain qui travaillaient sur le site. Au total, ce furent 14 personnes qui décédèrent, dont le ministre des Finances de l'époque, Hayami Seiji, qui rendit mystérieusement l'âme le 13 septembre 1926, alors qu'il n'était âgé que de 57 ans. En 1927, on se hâta donc de dégager la place pour construire un petit sanctuaire et apaiser l'esprit irrité du samouraï. Mais l'observance des rites annuels de purification se relâcha un peu avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui sembla à nouveau irriter le fantôme. En 1940, 1000 ans jour pour jour après la mort de Taira no Masakado, la foudre frappa le ministère des Finances, provoquant un incendie qui détruisit la majeure partie du bâtiment jouxtant la tombe. Le gouvernement japonais décida qu'il était définitivement plus prudent d'aller construire son ministère ailleurs et confia la gestion du site à la mairie de Tokyo. Après la guerre, les occupants américains envisagèrent une dernière fois de raser le Kubizuka pour en faire un parking. Les travaux débutèrent, mais finirent par être abandonnés après une série d'accidents bizarres qui s'acheva par la mort d'un ouvrier inexplicablement écrasé par son propre tractopelle à quelques mètres de la tombe. C'est fou. Tous ces événements, pour le moins perturbants, même si certains relèvent sans doute de la légende urbaine, expliquent pourquoi le fantôme de Taira no Masakado est encore considéré de nos jours comme l'un des Nihon Sandai Honryo, c'est-à-dire l'un des 3 esprits vengeurs les plus puissants du Japon. Même après plus d'un millénaire, le Kubizuka fait toujours l'objet d'une réelle crainte superstitieuse. Si vous visitez Tokyo et que vous êtes tenté par un petit frisson ésotérique, n'hésitez pas à chercher ce minuscule sanctuaire perdu au milieu des gratte-ciel du quartier d'affaires, près de la sortie 5 de la station de métro Ootemachi, non loin du palais impérial de Tokyo. Gardez-vous bien d'offenser l'onryo de Masakado, il pourrait vous arriver des bricoles, mais profitez-en pour observer les petites statues de crapauds qui jouxtent la tombe et qui vont prendre tout leur sens dans la suite de l'émission. La légende du clan Taira ne s'arrête pas à la mort de Masakado, bien au contraire. L'aura de mystère surnaturel qui plane autour du Kubizuka nimbe également la descendance du samouraï rebelle. Après la mort de Masakado en 940, tout son clan est accusé de haute trahison envers l'empereur Suzaku.
Sa famille et ses partisans sont exécutés sans pitié ou sommés de se faire seppuku. Seuls 2 de ses enfants, le jeune Yoshikado et sa sœur Satsuki Hime, réchappent miraculeusement au massacre et trouvent refuge dans un temple au pied du mont Tsukuba. Dans un premier temps, la belle et jeune Satsuki tente d'étouffer son désir de vengeance en se tournant vers le Bouddha. Elle devient nonne et prend le nom de Nyogetsuni. Le jeune Yoshikado, quant à lui, peu enclin à la religion, préfère explorer la montagne et s'entraîner au sabre, en chassant des gobelins par exemple, comme sur cet ukiyo-e de Tsukioka Yoshitoshi datant de 1866. Un jour, au détour de ses errances montagnardes, il croise le chemin d'un mystérieux vieillard, aussi chenu que jovial, qui se présente à lui sous le nom de Nikushisen. Cette rencontre va complètement bouleverser l'existence de Yoshikado et de sa sœur Satsuki. En effet, sous ses airs bonhommes, Nikushisen dissimule un incroyable secret. Cet ermite est en réalité Gamma Sennin, l'immortel au crapaud, doté d'une incommensurable sagesse et d'immenses pouvoirs magiques. La figure mythique de Gamma Sennin trouve son origine en Chine, dans le personnage semi-légendaire de Liu Hai, vénéré dans la religion populaire chinoise comme une divinité de la richesse et du bonheur, et traditionnellement représenté avec un crapaud à 3 pattes. Au Xe siècle, à l'ère dite des 5 dynasties, l'Empire du Milieu traverse une période de forts bouleversements politiques et de guerre civile. Liu Hai est un haut fonctionnaire qui s'est mis au service de Liu Xiongguan, un puissant seigneur de guerre qui a eu lui aussi la bonne idée de s'auto-proclamer empereur, précédant de peu Taïren au Masakado. Liu Hai reçoit un jour la visite d'un mystérieux vieillard, décidément, qui après avoir réclamé à son hôte 10 pièces de monnaie et 10 œufs, les empile adroitement les uns sur les autres pour constituer une sorte de pagode à l'équilibre précaire. « Ce n'est pas très stable !» s'écrie alors Liu Hai. Ce à quoi le vieillard lui répond « Aussi stable que votre vie actuelle ». L'étrange visiteur au regard perçant, qui n'est autre que Chongli Chen, l'un des 8 immortels du taoïsme, disparaît alors, laissant les œufs s'écraser pitoyablement sur le sol impeccablement ciré de la salle d'audience. Pour Liu Hai, le message est très clair. Dès le lendemain, il quitte le palais et ses hautes fonctions pour aller vivre en ermite sur une haute montagne, ce qui au final s'avère être un bon choix puisque son empereur Liu Xiongguan est peu de temps après destitué et décapité. Dans sa solitude sauvage, Liu Hai consacre sa vie à la sorcellerie et à la préparation de potions et de filtres. Sous le patronage de Lu Donpin, un autre immortel lui-même disciple de Chongli Chen, il devient un puissant alchimiste taoïste et découvre après des années de labeur acharné les secrets de l'immortalité. Un jour, en se penchant au-dessus d'un puits désaffecté et nauséabond car rempli par la fange, Liu Hai aperçoit 2 yeux rouges brillant sinistrement dans les ténèbres. Il s'agit de Chenchu, littéralement le crapaud, également appelé Qinchan, le crapaud doré, qui affectionne les lieux sombres et humides. Ce batracien mythique est aujourd'hui encore un symbole très populaire en Chine. Le Feng Shui, l'art traditionnel d'aménager une habitation, préconise d'ailleurs d'en placer une petite statuette près de la porte d'entrée pour garantir la prospérité de la maison. Qinchan est une créature cosmique, symboliquement associée à la Lune par ses 3 pattes, qui évoquent le cycle lunaire, et à la Grande Ourse, dont les 7 étoiles sont très souvent stylisées sur son dos. En effet, cette constellation est particulièrement importante dans l'ésotérisme taoïste, point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir ultérieurement. Les légendes varient quant à l'origine de Qinchan. D'après certaines, il s'agit de l'épouse de l'un des 8 immortels qui aurait volé l'une des pêches de l'immortalité. Après avoir fui sur la Lune, elle aurait été punie de sa cupidité par cette forme hideuse. Dans d'autres versions, plus étroitement liées au mythe de Liu Hai, il s'agit plus simplement de l'esprit réincarné de son propre père, un petit fonctionnaire avare qui a passé sa vie à exploiter des paysans pour en tirer un maximum de profit. Quoi qu'il en soit, notre ermite comprend très vite l'intérêt de s'associer à une créature magique aussi puissante. Percevant l'avarice du crapaud monstrueux, Liu Hai attache au bout d'une ficelle plusieurs pièces de Yichi, qui ont l'avantage de présenter un trou carré en leur centre, et lance cet appât de fortune dans le puits. Grâce à cet habile subterfuge, il parvient à faire sortir Qinchan de sa tanière puante et à s'aliéner les services du crapaud à 3 pattes qui devient son fidèle familier. Devenu grand maître taoïste, Liu Hai prend alors le nom de Hai Chan-se, le crapaud marin, et se voit dès lors accompagné d'un batracien sur la plupart de ses représentations iconographiques. Très influencés par l'art chinois, les artistes japonais reprendront les mêmes codes graphiques pour représenter Liu Hai, peu à peu désigné dans l'archipel sous le nom de Gamma Sennin, l'ermite au crapaud. Un exemple intéressant avec cette peinture du XVIIIe siècle, où Soga Shohaku représente l'ermite en train de jouer avec son familier, tentant de l'attirer avec une pêche, symbole d'immortalité. L'animal, avec ses 3 pattes, semble bien en peine de l'attraper, ce qui paraît beaucoup amuser l'immortel. Gamma Sennin est encore parfois représenté sous les traits d'un jeune homme, comme c'était souvent le cas en Chine. C'est le choix que fait Utagawa Hiroshige sur ce super ukiyo-e datant de 1820 et qui montre l'ermite en pleine nature, conversant avec un aigle.
Utagawa Kuniyoshi, en revanche, préfère prendre quelques libertés avec le personnage, considérant malicieusement qu'un immortel, à force de côtoyer des crapauds, doit bien finir par leur ressembler. Sur cette estampe datant de 1844, il représente un Gamma Sennin rouge, hirsute et griffu, qu'on a presque du mal à distinguer des familiers qui l'entourent. Kuniyoshi persiste avec cet ukiyo-e de 1855, où il figure Gamma Sennin faisant démonstration de sa magie à l'aventurier écrivain Tenjiku Tokubei. L'ermite, squelettique et les yeux exorbités, se confond presque en arrière-plan avec les batraciens. Utagawa Yoshitsuya, quant à lui, préfère donner à Gamma Sennin les traits d'un vieillard chenu, barbe au vent, méditant au sommet d'une montagne, tandis que ses fidèles crapauds chassent les serpents. C'est sous cet aspect que le jeune Yoshikado rencontre l'immortel sur le mont Tsukuba, et, ignorant tout de son identité, lui raconte sa disgrâce. Touché par son histoire tragique, Gamma Sennin propose à l'orphelin d'en faire son disciple et de lui enseigner son art occulte pour se venger des meurtriers de son père. Enthousiaste, le jeune homme accepte et entraîne avec lui sa sœur Satsuki, qui renonce immédiatement à son statut de nonne pour suivre les enseignements du maître batracien dans la montagne. Sur cet ukiyo-e d'Utagawa Kuniyoshi, Gamma Sennin fait aux deux jeunes gens une brillante démonstration de sa magie crapaud, en faisant apparaître, grâce à son souffle, une beauté féminine illusoire. Sur la partie droite du triptyque, on aperçoit Satsuki très attentive et respectueusement agenouillée au pied du maître crapaud qui trône devant sa grotte, entouré de ses familiers. Sur la partie centrale, Yoshikado semble surpris par l'illusion de l'ermite, alors qu'il était en train d'étudier un rouleau d'incantation, ou makimono, contenant tous les secrets de la magie batracienne. Sur la partie gauche du triptyque, le souffle de l'enchanteur projette l'illusion d'une oiran, une courtisane de haut rang magnifiquement vêtue, qui semble se livrer à une danse traditionnelle avec un éventail. Preuve qu'on peut vivre en ermite dans la montagne pendant des siècles, sans perdre pour autant le goût des belles femmes. La formation intensive de Gamma Sennin porte rapidement ses fruits. Yoshikado devient un puissant guerrier magicien, maniant habilement le sabre et disposant d'une importante panoplie de sorts pour déstabiliser ses adversaires. Le jeune homme est notamment capable de reproduire les illusions enseignées par son maître, comme le prouve cette estampe de 1863 signée par Utagawa Kunisada. Après avoir effectué un Kuji-in, une incantation avec les mains, Yoshikado parvient lui aussi à faire apparaître une troublante courtisane dans le souffle de son familier. Le même artiste le dépeint ici d'une manière assez comique. Au moment où Yoshikado, surmonté de son crapaud, s'apprête à lancer un sortilège, il est inopinément dérangé par une souris. Vous avez peut-être remarqué le cheval noir peint sur les makimonos. Il s'agit de l'emblème de la région de Soma, célèbre pour son élevage équin et dont est originaire le clan Taira. On retrouve ce motif équin sur de nombreuses estampes, notamment sur cet autre ukiyo-e de Kunisada, figurant Yoshikado à droite, utilisant sa magie pour combattre Uto Yasukata à gauche. Satsuki, quant à elle, est devenue une puissante enchanteresse grâce à Gamma Sennin. Comme son frère, elle est fréquemment associée à des crapauds dans l'iconographie japonaise pour rappeler l'origine de ses pouvoirs. Regardez par exemple sur cet ukiyo-e de Tsukioka Yoshitoshi la foule de batraciens qui se présentent au pied de la jeune et belle magicienne comme pour l'honorer et la servir. C'est également grâce à son familier crapaud qu'on peut aisément identifier la princesse sur cette œuvre anonyme du 19e siècle qui réunit tous les magiciens célèbres du folklore japonais. Je vous laisse vous amuser à la retrouver vous-même. Grâce à l'enseignement magique de l'ermite immortel, les orphelins de Taira no Masakado commencent à voir se dessiner l'espoir d'une vengeance. Toutefois, la magie crapaud et ses illusions grivoises ne suffisent pas à Satsuki. Ivre de puissance et avide d'approfondir ses connaissances occultes, elle va s'engager dans une voie bien plus sombre. Voie qui fera bientôt d'elle la sublime et non moins redoutable Takiya Hime. Nous nous quittons pour aujourd'hui avec ce haïku de Shiki Masaoka. 宵闇や月を吐き出すガマの口 Jeune crépuscule, la gueule du crapaud exhale la lune. Nous avons vu 2 émissions de la saison 1 et là j'ai envie de vous montrer un épisode de la saison 2 parce qu'il a marqué un petit tournant pour moi dans l'évolution de l'émission, celui sur Yotsuya Kaidan. En fait c'est un projet que j'avais déjà depuis longtemps
J'avais en tête pas mal d'effets. Voilà, j'imaginais bien des effets spéciaux, des effets, des bruitages. Mais voilà, c'est vrai qu'au moment de la saison 1, je n'avais pas encore suffisamment envisagé les choses et le projet est un petit peu tombé à l'eau et je l'ai ressorti des cartons quand on a fait la saison 2. Et du coup, ça marque vraiment un tournant puisque on a réussi avec Alex à faire quelque chose d'un peu plus scénarisé, quelque chose à la fois plus narratif, qui cherchait à immerger davantage le spectateur dans les œuvres d'art elles-mêmes, en essayant de rajouter quelques éléments scénaristiques un peu prenants. Voilà. Et donc voilà, Suzuka notamment a accepté de faire le fantôme d'Oiwa. Alors ce que j'ai pas raconté, c'est que normalement il y a une superstition qui tourne autour de ce rôle, qui est maudit normalement. Les actrices japonaises qui doivent incarner Oiwa vont dans un temple spécialement pour prier son spectre, et voilà, parce que sinon elles risquent justement d'avoir leur œil qui gonfle et de le perdre. Alors au départ, j'avais envisagé de le faire moi-même, mais comme je suis un peu superstitieux et un peu peureux, finalement c'est Suzuka qui a accepté de perdre un œil pour No Life. Voilà, donc je vous propose de regarder avec moi à nouveau cet épisode sur Yotsuya Kaidan. Tōkaido Yotsuya Kaidan est l'une des histoires de fantômes les plus célèbres du Japon. Mise en scène dans le théâtre Kabuki au début du 19e siècle par le dramaturge Tsuruya Namboku IV. Tamiya Iemon est un ronin désargenté qui a trahi son clan et qui doit maintenant vendre des parapluies dans les rues d'Edo pour survivre. Après avoir tué son beau-père, Yotsuya Samon, il retrouve sa femme Oiwa. Celle-ci, ignorant tout du crime de son mari, donne peu de temps après naissance à leur enfant et pense avoir enfin trouvé le bonheur. Mais lorsqu'il apprend qu'Ohme, la petite fille du riche Ito Kihei, est amoureuse de lui et veut l'épouser, Iemon décide de tourner radicalement la page. Avec la complicité de la famille Ito, il empoisonne sa femme alors qu'elle est à peine remise de l'accouchement. Contre toute attente, le poison ne tue pas Oiwa, mais la transforme en véritable monstre. Ses yeux gonflent de façon dissymétrique, ses traits se figent en un rictus atroce et ses cheveux tombent partout ensanglantés. Iemon charge alors son complice Takuetsu de violer sa femme pour pouvoir l'accuser d'adultère. Comprenant enfin qu'elle a été trahie par son mari, Oiwa devient à moitié folle et s'égorge accidentellement avec un sabre en voulant se défendre. Son fils nouveau-né ne reste pas longtemps orphelin. Il est mystérieusement emporté par un énorme rat. Iemon, de retour chez lui, n'a plus qu'à faire le ménage. Le fidèle Kobotoke Kohei, qui a percé à jour son ignoble complot, est accusé de vol et immédiatement exécuté. Iemon demande ensuite à ses hommes de clouer le serviteur à une porte avec le cadavre de sa femme. Il fait ensuite jeter le tout dans la rivière pour faire croire aux yeux du monde qu'il a légitimement puni des amants adultères. Maintenant qu'il a les mains libres, à défaut d'être propre, Iemon peut enfin épouser Ohme. Dénué de tout remords, il a déjà oublié son crime et n'aspire qu'à sa future félicité d'homme riche et bien marié. La nuit précédant la cérémonie, Iemon prend l'air dans son jardin après avoir bu du saké, rêvant probablement aux joies qu'il tirera le lendemain de sa nuit de noces. Soudain, son chien se met à grogner, inquiet. Levant les yeux, il s'aperçoit que la lumière d'une de ses lanternes clignote étrangement. La lueur s'intensifie puis s'amenuise au gré de pulsations erratiques, comme si elle l'appelait, comme si elle cherchait à lui signifier quelque chose. Intrigué, il s'approche, pensant devoir remplacer une bougie défectueuse, lorsque soudain la lanterne change de forme. Elle prend l'aspect du visage défiguré d'Oiwa, qui siffle entre ses dents noires « Uragiri !» Trahison. Cette scène fantastique du Yotsuya Kaidan est sans doute l'une de celles qui inspira le plus les artistes de l'époque Edo, notamment ceux de l'école Utagawa. La plupart d'entre eux choisirent de faire apparaître le visage contrefait d'Oiwa dans la lanterne, en flammes, comme ici Kuniyoshi, ou encore Kunisada, sur cette ukiyo-e plus tardive datant de 1863. Mais la version la plus célèbre reste vraisemblablement celle du grand maître Hokusai, qui sut parfaitement restituer le caractère angoissant de cet épisode. Il choisit de représenter en très gros plan la lanterne, lorsqu'elle commence à prendre l'apparence du visage blafard d'Oiwa. Les plis se métamorphosent en rides d'expression pour faire ressortir un regard douloureux, injecté de sang. Dans la partie inférieure,
Le papier consumé s'ouvre telle une bouche béante. On croirait presque entendre le cri rauque du spectre vengeur. Son estampe eut tellement de succès que certains artistes s'en inspirèrent sans vergogne, comme ici Shunbaisai Hokue, qui reprit le design de Hokusai et se contenta de rajouter le personnage d'Iemon terrorisé dans la partie inférieure droite. Pour mieux exprimer la transformation surnaturelle de la lanterne, certains éditeurs allèrent enfin jusqu'à créer des estampes spéciales, appelées shitakei, littéralement « image déguisée ». Il suffisait de soulever un petit cache en papier pour laisser apparaître le visage hideux du fantôme, comme sur cette ukiyo-e d'Utagawa Kunisada datant de 1884. Imaginez donc la terreur d'Iemon face au spectre de sa femme. Paniqué, il tente de lui asséner un coup de sabre, mais c'est peine perdue. La lame du Ronin ne coupe que la corde de la lanterne, qui tombe et se met à se consumer lentement au sol. Le rire cristallin d'une femme résonne dans la nuit. D'abord bouleversé, Iemon reprend peu à peu ses esprits. Il finit par se convaincre que sa vision morbide est due au saké qu'il a bu plus tôt dans la soirée et va se coucher. Les noces d'Iemon et d'Ohome ont bien lieu le lendemain. Le riche docteur Ito Kihei est tellement heureux de marier sa petite fille qu'il lui offre un omamori, un petit sac talisman en brocart rouge censé lui apporter un bonheur matrimonial sans faille. À l'issue de la cérémonie, Iemon s'approche fébrile de sa nouvelle épouse. Tous ses efforts vont être enfin récompensés. Lorsqu'il ôte délicatement la coiffe traditionnelle de la jeune mariée pour mieux la contempler, ce n'est pas le tendre visage d'Ohome qu'il aperçoit sous le Tsunokakushi, mais les traits monstrueux d'Oiwa, qu'il invective avec amertume. Fou de terreur, Iemon dégaine son katana et décapite le spectre. Mais c'est la tête de sa nouvelle femme Ohome qui roule à ses pieds, maculant de sang son splendide kimono de noces. Un énorme rat fait alors irruption dans la pièce et emporte le petit talisman rouge d'Ohome qui gît sur le sol. Lorsque le Ronin, désespéré, se précipite vers son beau-père Ito Kihei pour le prévenir, il tombe nez à nez avec le fantôme de son ancien serviteur, Kobotoke Kohei, qui semble dévorer son nouveau-né disparu. Hurlant de rage, Iemon frappe à nouveau et contemple médusé le cadavre ensanglanté de son beau-père qu'il vient d'assassiner. Un rire féminin éclate dans la pièce. La vengeance d'Oiwa ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, Iemon considère ses perspectives d'avenir en pêchant à la ligne sur le canal Honbo, dont le nom évoque en japonais les gardiens de cimetières et les crémateurs. Perdu dans de sombres pensées, Iemon sent soudain que sa ligne accroche quelque chose. Pensant avoir fait une belle prise, il tire sur sa canne à pêche et voit surgir de l'eau la porte sur laquelle il a fait clouer son serviteur et sa femme accusés d'adultère. Sur la planche, il contemple effaré le corps décomposé d'Oiwa, dont la gorge ouverte et les mains percées continuent à saigner abondamment. Il ne peut détacher son regard de ce visage, atrocement boursouflé par le poison et par un long séjour dans l'eau. Les yeux vitreux d'Oiwa semblent encore le fixer pour lui reprocher cette traîtrise. C'est alors qu'Iemon aperçoit avec horreur le talisman qu'Ohome avait reçu de son grand-père le jour de son mariage. La main cadavérique d'Oiwa agrippe fermement le petit sac rouge et semble le tendre avec ironie à son ancien époux. Le Ronin essaie de repousser la porte tant bien que mal, mais elle se retourne brusquement et laisse apparaître le cadavre ligoté de Kohei, couvert d'algues et à moitié dévoré par les poissons. Le serviteur assassiné ouvre soudain les yeux, tend une main griffue vers son meurtrier et lui réclame avec force le remède qu'il avait apporté pour guérir sa maîtresse. Iemon, qui n'a pas perdu ses bonnes habitudes, frappe l'apparition funeste de son sabre et la porte regagne les profondeurs du canal Honbo. Dans le théâtre kabuki, cette scène du Yotsuya Kaidan est l'occasion d'utiliser une technique scénique spéciale appelée Toita Gaishi. 2 marionnettes de taille humaine sont fixées de chaque côté d'une large planche en bois, dotée de trous pour laisser passer la tête et les mains. Il suffit alors de retourner la planche pour que le même acteur puisse jouer à la fois le rôle des 2 spectres. Les artistes de l'époque Edo s'en inspirèrent d'ailleurs pour produire d'autres estampes shitakei, des images déguisées qui permettaient d'alterner les apparitions d'Oiwa et de Kohei. La plupart des grands maîtres de l'école Utagawa s'essayèrent à l'exercice, séduits par son aspect ludique. Kuniyoshi poussa même le jeu macabre jusqu'à rajouter des squelettes en décomposition des 2 spectres. C'en est trop pour Iemon, qui décide de quitter Edo,
non seulement pour échapper à de probables démêlés avec la justice, mais surtout pour fuir la vengeance du fantôme d'Oiwa. Il change son nom de Tamiya en Kamiya et se réfugie dans un ermitage sur Hebiyama, la montagne du serpent. Après ce long voyage, Iyemon se croit hors de danger. Épuisé, il s'abandonne enfin au sommeil. Il fait alors un rêve délicieux. Redevenu samouraï, craint et respecté de tous, il s'égare un soir dans une forêt, après une longue partie de chasse. Apercevant une lumière au loin, il découvre dans une clairière un superbe pavillon d'été, dans lequel une merveilleuse jeune fille travaille, seule sur son métier à filer. Iyemon tombe immédiatement amoureux de cette beauté troublante, aux cheveux de jais et à la peau d'ivoire. Lorsqu'il l'invite à sortir pour contempler les étoiles, elle accepte malgré son apparente timidité. La nuit est douce, seulement illuminée par une lune complice et le vol lancinant des lucioles. L'ambiance est propice à la séduction et la jeune beauté se met à danser. Iyemon est comme hypnotisé par la délicate rythmique de ses pas et de ses mouvements d'éventail, par l'oscillation presque lascive de la petite lanterne de papier qu'elle brandit de sa main gauche. Autour d'elle, les lucioles forment un halo mouvant, presque surnaturel. Bouleversé, Iyemon s'approche pour l'embrasser tendrement et sent soudain le goût du sang putréfié dans sa bouche. « Oulagili » s'entend-il murmurer à l'oreille par le spectre difforme et nauséabond d'Oiwa qui l'étreint avec force. Iyemon se réveille en sursaut, trempé de sueur. Il comprend avec un frisson d'horreur qu'il doit impérativement apaiser le spectre d'Oiwa s'il veut lui échapper. Mais c'est trop tard. Le Yurei vengeur, attiré par la concupiscence de l'homme infidèle, a retrouvé sa proie et n'est pas prêt à la lâcher. Iyemon décide d'allumer un feu sacrificiel, imaginant que des incantations bouddhistes suffiront à le protéger de la fureur de sa défunte épouse. Naïveté presque touchante. À peine commence-t-il à psalmodier ses mantras au-dessus du feu qu'une des lanternes de l'ermitage se consume et qu'en jaillit le Yurei d'Oiwa, sous sa forme la plus effrayante. Iyemon est tétanisé par l'apparition pâle qui le fixe dans la nuit avec malveillance. Le Ronin redouble de prières, mais le spectre s'approche lentement, inexorablement. Son visage porte encore les stigmates du poison qui l'a défiguré. Ses yeux gonflés larmoient du sang, ses dents noires saillent sous ses lèvres gercées, ses rares cheveux jaillissent en touffes désordonnées de son crâne à moitié chauve. Le fantôme berce gentiment dans ses bras ce qui semble être un bébé, mais lorsqu'Iyemon saisit l'enfant, il se rend compte qu'il s'agit en réalité de la statue d'un petit Jizo en pierre. Au Japon, le Jizo Bosatsu est une divinité bouddhiste chargée de protéger les enfants disparus prématurément. La symbolique est évidente. Il s'agit de rappeler à Iyemon qu'il est responsable de la mort de son fils en bas âge. « Uragiri » hurle le Yurei, tandis que les murs semblent soudain se couvrir de serpents agressifs et que la fumée du feu s'épaissit jusqu'à ressembler aux cheveux de la défunte assassinée, cherchant à saisir le coupable. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ta tête, Iyemon ? Au bord de la folie, le Ronin sort précipitamment de l'ermitage, qui commence à prendre feu, et se retrouve pris dans une épouvantable tempête de neige. Hagard, il a juste le temps de faire quelques pas dans le blizzard avant de tomber sur Yomoshichi, le fils de Yotsuya Samon et frère d'Oiwa, venu venger son père et sa sœur. Iyemon n'a même pas la force de se défendre et tombe sous son sabre. À l'agonie, il contemple le sang noir qui s'écoule de sa blessure mortelle et macule l'épais tapis de neige. La tempête s'est arrêtée, comme par magie. Juste avant de mourir, il entend le rire clair d'une femme se répercuter contre les parois glacées de la montagne. Vous comprenez sans doute maintenant pourquoi Tokaido Yotsuya Kaidan remporta un tel succès à la fin de la période Edo. Non seulement cette pièce de kabuki fut novatrice, en utilisant des maquillages effrayants et des effets spéciaux scéniques jusqu'alors inédits, mais elle bouscula surtout les codes sociaux, à une époque où la condition féminine était particulièrement difficile au Japon. L'histoire d'une femme bafouée, capable de revenir toute puissante d'entre les morts pour se venger d'un mari sans scrupules, frappa les imaginations et marqua durablement les esprits. La pièce de Tsuruya Namboku IV connut d'ailleurs de nombreuses adaptations cinématographiques au XXe siècle, dont la plus célèbre demeure sans doute la version de Nakagawa Nobuo en 1959, encore aujourd'hui considérée comme la plus réussie. Après toutes ces émotions,
Je vous quitte sur une touche d'optimisme avec ce haïku de Tantaiki. 初恋や灯籠に寄する顔と顔 Premier amour, près de la lanterne, visage contre visage. Pour terminer ce programme, je vous propose de regarder les 2 derniers épisodes inédits de la saison 2 de Mots de saison, qui concernent tous 2 Kintaro. En fait, là encore, c'était un sujet à tiroir. Au départ, je ne pensais faire qu'une émission sur ce petit personnage. Puis au final, voilà, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup plus, notamment sur Yamauba, dont l'évolution iconographique était très intéressante. Puis même chose, les estampes d'Utamaro nécessitaient d'après moi un approfondissement, donc je me suis retrouvé à faire 4 programmes. Je vous invite à regarder les 2 derniers. Masakari katsuhide Kintaro Kuma ni matagari o mano keiko Hai shidodo, hai dodo, hai shidodo, hai dodo. Non, attendez, ne partez pas. Bon, d'accord, j'arrête le massacre. Je voulais juste vous faire entendre les premières notes de cette vieille comptine japonaise publiée en 1900 dans le Yohonen Shouka, un recueil de chansons pour enfants. Composée par Tamura Torazo, elle est justement consacrée au héros qui nous intéresse aujourd'hui, Kintaro. Petit garçon à la force surhumaine élevé par une sorcière avec des animaux sauvages, Kintaro est un personnage folklorique extrêmement populaire au Japon, où il incarne la figure héroïque enfantine par excellence pour tous les petits japonais depuis l'ère Edo. Sa légende est très ancienne et remonte probablement à l'ère Heian, époque à laquelle aurait vécu un certain Sakata no Kintoki, guerrier semi-légendaire originaire de Minami Ashigara, sergent du célèbre héros japonais Minamoto no Yoremitsu. Admiré pour sa force exceptionnelle, Sakata no Kintoki aurait été lentement mythifié par la tradition populaire orale jusqu'à devenir un être d'origine surnaturelle, mi-homme, mi-démon. Toutes les légendes s'accordent en effet sur le caractère miraculeux de la naissance de Kintaro. La plus courante, rédigée au début du XVIIIe siècle par le dramaturge Chikamatsu Monzaemon, raconte que notre héros a été conçu par l'esprit vengeur de son père, Sakata no Tokiyuki, l'un des vassaux de Minamoto no Yorimitsu. Poussé au suicide par le déshonneur, Tokiyuki invoque son propre Onryo pour que celui-ci possède sa femme Yaegiri et lui permette d'enfanter un fils extraordinaire digne de servir son seigneur. Yaegiri, transformée par cette puissance vengeresse, devient Yamauba, la sorcière de la montagne, et fuit sur le mont Ashigara. Elle y donne naissance à un petit garçon dont la peau rouge et le tempérament de feu trahissent l'ascendance surnaturelle. Ce petit Hercule Rubicon est popularisé à l'ère Edo par le théâtre Joruri et Kabuki, où il est parfois nommé Kaidomaru ou encore Kintoki, l'un des toponymes du mont Ashigara. Aujourd'hui, il est surtout connu dans l'archipel sous le nom de Kintaro, un composé du prénom Taro, que l'on donnait jadis au fils aîné dans les familles japonaises, et du kanji Kin, qui désigne l'or. Ce nom évocateur, que l'on peut traduire par le garçon doré ou le fils en or, va marquer très tôt l'iconographie du personnage. En effet, dès la fin du XVIIIe siècle, Kintaro est traditionnellement représenté comme un petit garçon vêtu d'un tablier harakage, sur lequel est justement brodé le kanji Kin. Certes, l'utilisation du caractère chinois permet sans doute d'exprimer à quel point l'enfant est exceptionnellement précieux, notamment aux yeux de sa tendre mère Yamauba, mais on peut aller encore plus loin. Dans l'alchimie chinoise, alors que les métaux relèvent généralement du principe féminin du yin, l'or fait exception. Métal solaire par excellence, il incarne l'essence pure du yang, le principe masculin. Ce n'est pas pour rien que les Japonais mâles désignent familièrement une partie précieuse de leur anatomie virile par le terme kintama, littéralement les boules en or. Le kanji Kin, inscrit sur le tablier de Kintaro, assimile donc symboliquement le petit garçon légendaire au principe même de la masculinité. Il est l'incarnation de l'enfant mâle parfait.
Dans certaines versions de la légende, Kintaro est le fils du dieu de l'orage, qui a visité Yamauba en songe sur le mont Ashigara sous la forme d'un dragon rouge. Voilà pourquoi l'enfant est presque systématiquement représenté avec une hache, appelée Masakali en japonais, sur laquelle on peut souvent deviner une nuée rouge qui évoque la tempête. En effet, dans la plupart des civilisations, la hache est un emblème de force symboliquement associé à la foudre, puisqu'elle frappe à la vitesse de l'éclair et provoque des étincelles. Cette arme est par exemple l'un des attributs principaux du dieu de l'orage Teshub chez les Hittites, plus connu sous le nom de Baal chez les Cananéens. Dès la préhistoire, la hache est également associée à des rites agricoles de fertilité. On a ainsi retrouvé un grand nombre de haches en pierre polie datant du néolithique, qui n'étaient pas utilisées comme des armes, mais comme des offrandes votives, peut-être pour lutter contre la sécheresse et favoriser les récoltes, comme c'est encore le cas chez les Dogons au Mali. Chez de nombreux peuples, la hache est donc une sorte de symbole phallique de la puissance céleste masculine qui, après avoir frappé la terre de son ardeur foudroyante, la féconde de sa pluie bienfaisante. L'association iconographique de Kintaro avec la hache, mais aussi avec d'autres objets comme le tambour ou le maillet, n'est donc pas seulement un moyen de rappeler l'ascendance miraculeuse de l'enfant avec l'orage. Elle permet aussi, tout comme le kanji kin, de l'assimiler au principe masculin du yang, celui de la force virile indomptable. Sur le mont Ashigara, Kintaro grandit sous le regard bienveillant de sa mère Yamauba et sous la tutelle d'un vieil homme mystérieux, qui se fait parfois appeler Shibakari Mokuemon, parfois Mitanoshi ou encore Yamagatsu. Il s'agit en réalité de l'esprit de la montagne, Yamanokami, qui s'est incarné en sage vieillard ermite pour pouvoir observer de plus près les progrès de l'enfant prodige et lui servir de mentor. Il est vrai que Kintaro a bien besoin de sagesse, car il a tout du petit sauvageon. Sa force surhumaine fait de lui une véritable tornade destructrice. À 8 ans, il est déjà capable de fracasser des rochers ou de déraciner des arbres à main nue. Pour canaliser cette énergie débordante, Yamagatsu encourage donc le garçon à utiliser ses talents pour prêter main forte aux bûcherons de la montagne. Il pourra non seulement les aider à abattre les arbres, mais aussi à les débiter grâce à sa hache. Pourtant, malgré ses efforts, Kintaro n'arrive pas à sympathiser avec les bûcherons. Les hommes acceptent ses services, mais ils craignent cet enfant démon, fils d'une sorcière sur laquelle circulent d'atroces rumeurs de cannibalisme. Kintaro, en manque d'amis, se tourne donc tout naturellement vers les animaux de la forêt, chez lesquels il va trouver de sympathiques compagnons de jeu, non seulement beaucoup plus tolérants que les humains, mais surtout bien plus amusants. L'enfant apprend très rapidement leur langage, leur manière de vivre, et développe une affinité particulière avec Saru, le singe, symbole de ruse et de sagesse, Usagi, le lièvre blanc, symbole du dévouement, et surtout Kuma, l'ours, symbole de force par excellence, qui va devenir l'animal totem de Kintaro. Avec ses amis les animaux, le turbulent Kintaro fait les 400 coups sur le mont Ashigara. Parmi les loisirs préférés des petits garnements, la chasse au Karasu Tengu, des divinités mineures des montagnes qui doivent leur nom à leurs ailes et à leur bec de corbeau. Première technique éprouvée, secouer violemment les arbres pour faire tomber les pauvres créatures des hautes branches où elles se cachent habituellement. Remarquez ici le sérieux et la concentration avec lesquels Kintaro se livre à cette activité sous les yeux de sa mère Yamauba, occupée à recoudre un kimono, pendant que des singes se jettent sur les Karasu Tengu débusqués pour les capturer. Et si jamais la créature se montre un peu trop récalcitrante, un bon coup de bambou derrière le crâne met généralement fin à ses velléités d'indépendance. Mais pourquoi donc capturer des Karasu Tengu, me direz-vous? Eh bien, pour faire des combats, pardi. En Asie, les combats d'animaux sont une tradition millénaire. Depuis l'Antiquité, on fait s'affronter des coqs ou des chiens, comme en Europe, mais aussi des poissons, des araignées ou des insectes. Bien que cette pratique puisse nous sembler aujourd'hui barbare, à juste titre, elle était très populaire au Japon à l'époque Edo et subsiste d'ailleurs encore de nos jours dans certaines régions de Shikoku ou de Kyushu. Pour se distraire, Kintaro organise donc ses propres joutes de volatiles sur le mont Ashigara, mais en utilisant la faune fantastique locale. Et comme les Karasu Tengu sont apparemment de petits yokai très agressifs, il garde les meilleurs combattants dans de grandes cages en osier, puis élabore des tournois pour les faire batailler, soit entre eux, soit avec des coqs de combat, appelés chameaux en japonais. Enfin, s'il est une activité pour laquelle Kintaro et ses amis à poil et à plumes se passionnent, c'est la lutte traditionnelle japonaise, le sumo. Ce sport, apparu dans la période Yamato il y a plus de 1500 ans, est probablement issu d'anciens rituels shintoïstes, encore une fois liés à la fertilité de la terre. Des combats de lutte sumo, mais aussi des spectacles de théâtre et de danse, étaient dédiés aux kami des montagnes pour qu'ils prêtent mieux l'oreille aux prières des hommes et leur accordent de bonnes récoltes.
Dès qu'ils en ont l'occasion, Kintaro et les animaux de la forêt se livrent à des luttes sumo endiablées sur le mont Ashigara. Souvent, le petit garçon tient le rôle du gyoji, l'arbitre, parfois muni d'un éventail spécifique en bois de forme ovale, appelé gumbai, avec lequel il désigne le vainqueur. Les combattants sont traditionnellement vêtus du mawashi, un pagne constitué d'une bande de tissu de plusieurs mètres qui constitue la seule prise solide autorisée pendant l'affrontement. Kintaro prend la lutte sumo très au sérieux, au point même qu'il entraîne ses compagnons afin qu'ils gagnent en puissance musculaire. C'est ce que montre ce triptyque très amusant d'Utagawa Toyokuni, où l'enfant fait carrément faire des pompes aux animaux, en position du poirier avec un tronc d'arbre sur la nuque, histoire que ça ne soit pas trop facile non plus. Sur les côtés, Yamauba et Yamagatsu osent à peine en croire leurs yeux. Malgré cet entraînement pour le moins draconien, aucun animal de la montagne ne parvient à rivaliser avec la force surhumaine de Kintaro. Pas même Kuma, l'ours, pourtant réputé pour sa vigueur et sa robustesse. Après avoir tenté maintes fois de vaincre le petit garçon, sans succès, le puissant carnassier finit par se soumettre à Kintaro et devient son familier attitré, l'autorisant même à grimper sur son dos, ce que je vous déconseille vivement d'essayer de faire si le hasard vous fait croiser la route d'un ours. La force de Kintaro ne cessant de croître, l'enfant se cherche de nouveaux défis à relever. Très vite, un seul adversaire ne lui suffit plus et c'est par paire qu'il combat les animaux les plus puissants de la forêt. Mais même les duos de fauves les plus féroces, ours, sangliers, lions, ne viennent pas à bout du petit prodige de la lutte. Il les terrasse tous avec une facilité déconcertante. Kintaro, pour trouver des adversaires à sa taille, se tourne alors vers les créatures monstrueuses. Un certain nombre d'estampes de l'époque Edo montrent ainsi Kintaro en train de combattre un serpent gigantesque. Sur cet ukiyo-e de Kuniyoshi datant de 1836, le petit garçon s'apprête à écraser la bête crachant son venin sous un énorme rocher, arraché au pan de la montagne. Yoshitsuya reprend le même thème, quelques années plus tard. Kintaro, disparaissant presque sous les anneaux constricteurs du serpent géant, lui bloque la mâchoire avec sa hache, ou l'écarte carrément avec ses pieds et mains nus, au mépris du danger que représentent les crocs du reptile, aussi acérés qu'empoisonnés. Mais le combat fantastique le plus célèbre de Kintaro, qui va profondément marquer l'imaginaire des Japonais de l'époque Edo, est celui qu'il mène contre une carpe géante, sous une chute d'eau du mont Ashigara. De nombreux artistes montrent le petit garçon agrippant fermement l'énorme poisson, l'immobilisant avec ses bras et ses jambes, comme s'il se livrait à une prise de sumo. Malgré les écailles visqueuses de la prodigieuse créature aquatique, Kintaro parvient à la maintenir sous les trompes étourdissantes de la cascade pour la soumettre. C'est à Kuniyoshi que nous devons la version la plus célèbre de cette scène de lutte au corps à corps. Ce grand maître de l'école Utagawa a su figurer ici toute la vigueur du jeune héros, rivalisant à la fois contre la puissance de la carpe géante et celle de la cascade. La manière dont les combattants fendent littéralement le courant fait ressortir le corps rouge et massif de Kintaro, tandis que le relief écailleux du poisson monstrueux apparaît à travers un remarquable effet de transparence. L'artiste exprime enfin toute la violence du torrent à travers la multitude de petites taches blanches et lumineuses qui parsèment l'ukiyo-e, traduisant de façon très suggestive les projections de gouttes d'eau. Reconnaissant la supériorité physique de Kintaro, la carpe géante finit par se soumettre au petit garçon phénomène, acceptant même, tout comme l'ours avant elle, de lui servir de moyen de transport. Yamauba a à peine le temps d'apercevoir son fils plongé dans les turbulences du torrent, agrippé au gigantesque poisson, pour partir à la découverte des profondeurs subaquatiques où il croise une petite tortue étonnée, symbole de longévité. L'association fréquente de Kintaro et de la carpe dans l'art japonais a bien entendu une haute valeur métaphorique. En Asie, les carpes sont un emblème de force et de virilité. D'après la tradition chinoise, la carpe qui remonte inlassablement le courant des fleuves et des cascades pour se reproduire finit grâce à sa persévérance par se transformer en dragon et s'envoler pour rejoindre les cieux. Que ce soit par son nom qui évoque l'or, par la couleur rouge de sa peau, par sa hache qui renvoie symboliquement à la puissance phallique de la foudre, ou encore par ses animaux totems, l'ours et la carpe, Kintaro est fortement assimilé au yang, le principe même de la masculinité dans la cosmologie asiatique. C'est donc tout naturellement que notre petit héros va être associé à un certain nombre de fêtes traditionnelles marquantes dans la vie des petits garçons japonais de l'époque Edo. C'est ce que j'aurai la joie de vous expliquer lors de la prochaine émission. Pour nous séparer sur une note poétique, j'ai choisi aujourd'hui un nouvel haïku de Kobayashi-san. 獅子熊と隣塚らや冬ごもり Les sangliers et les ours sont mes voisins. Solitude d'hiver.
Nous arrivons au terme de ce programme et je vous laisse profiter du dernier épisode de la saison 2 de Mots de saison. De tous les héros japonais, Kintaro est sans doute celui qui jouit de la symbolique la plus riche dans les nombreuses estampes de la période Edo qui lui furent consacrées. Fils de la sorcière de la montagne, Yamauba, c'est un enfant extraordinaire, dont la peau est aussi rouge que celle d'un Oni, un démon. Si les légendes varient sur son origine, elles s'accordent toutefois sur le caractère miraculeux de sa naissance. Il a été surnaturellement engendré, soit par l'esprit vengeur de son père, Sakata no Tokiyuki, soit par la visitation nocturne du dieu de l'orage sous la forme d'un splendide dragon rouge. Élevé au milieu des bêtes sauvages, avec lesquelles il développe une étonnante affinité, le petit garçon doré montre dès son plus jeune âge une force exceptionnelle. Quand il ne passe pas son temps à abattre des arbres à main nue ou avec sa hache, Kintaro provoque à la lutte toutes les créatures qu'il croise pour trouver un adversaire à sa taille. Il soumet ainsi l'ours et la carpe géante du mont Ashigara, qui deviennent tous deux ses animaux totems. Tous les éléments iconographiques du personnage renvoient métaphoriquement à l'idée de vigueur, comme c'est le cas sur ces deux ukiyo-e qui associent Kintaro au buffle, symbole chinois de l'énergie et de la vraie nature de l'homme. Bref, Kintaro apparaît dans l'art japonais comme la personnification enfantine du yang, le principe de la masculinité dans la cosmogonie asiatique. Très rapidement, l'enfant merveilleux a donc incarné une sorte de modèle viril pour tous les jeunes mâles japonais. D'ailleurs, si les estampes qui le représentent eurent autant de succès à l'époque, c'est que les Japonais leur prêtaient des vertus talismaniques. On pensait que leur possession protégeait les enfants des maladies et leur assurait une bonne croissance. Dès lors, le petit lutteur à la peau rouge est devenu l'idéal protecteur des petits garçons de l'ère Edo, apparaissant régulièrement dans toutes les étapes importantes de leur vie. Kintaro a ainsi été associé très tôt à la traditionnelle fête japonaise des garçons, Tango no Sekku. Ce festival tire son origine d'une antique coutume chinoise qui consistait à suspendre au rebord des toits des Acorus calamus, ou joncs odorants, censés éloigner les maux du mois de mai, époque cruciale de l'année pour le repiquage du riz. Introduite au Japon dès le 8e siècle, la fête des joncs odorants a fini par devenir, entre le 12e et le 14e siècle, la fête des garçons. On se demande bien pourquoi. J'arrête tout de suite ceux qui, comme moi, auraient l'association d'idées facilement mal placées. Au Japon, le jonc odorant, appelé shobu dans sa prononciation chinoise, n'a pas la connotation sexuelle que l'on pourrait prêter à sa traduction française. Les anciens japonais l'associaient plutôt à ces deux homonymes, shobu, le combat, ou shobu, l'esprit guerrier. À l'époque Kamakura, les familles appartenant à la noblesse militaire, les bushi, assimilèrent donc spontanément cette tradition des joncs odorants à la formulation de vœux pour que leurs petits garçons grandissent correctement et deviennent des guerriers vigoureux et combatifs. À l'occasion de cette fête, les bambins de sexe masculin faisaient l'objet de soins particuliers. On leur faisait par exemple prendre des shobuyu, des bains de joncs odorants censés leur transmettre par infusion endurance et pugnacité. Parfois, on allait même jusqu'à leur faire exceptionnellement boire du saké aromatisé au shobu pour les fortifier. Tango no Sekku était aussi et surtout l'occasion pour les petits garçons de déguster les délicieux kashiwa mochi, des gâteaux de riz gluants enrobés d'une feuille de chêne, arbre qui symbolise au Japon, tout comme en Europe, l'invincible solidité. À l'ère Kamakura, les familles de guerriers commencèrent enfin à décorer le tokonoma de leur maison à l'occasion de cette fête. Pour honorer la puissance virile, les foyers les plus aisés exposaient une armure complète de samouraï, tandis que les plus modestes se contentaient généralement d'un simple casque, le kabuto. On disposait également dans l'alcôve des bouquets de joncs odorants en fleurs, des gâteaux kashiwa mochi déposés en offrande votive, et surtout des gogatsu ningyo, littéralement des poupées de mai, parmi lesquelles vous pouvez justement reconnaître une figurine de Kintaro pêchant une carpe. De fait, depuis l'époque Edo et jusqu'à notre époque, on fabrique spécialement des poupées de Kintaro, parfois d'assez grande taille, pour les exposer lors de la fête des garçons. L'image du petit lutteur surhumain est censée protéger l'enfant et lui insuffler sa puissance physique et son esprit combatif. Aujourd'hui, Tango no Sekku a bien évolué. Les joncs odorants qui ornaient jadis les toits ont été progressivement remplacés par les koinobori, des bannières carpes qui symbolisent la force et la persévérance. Et la fête a changé de nom peu après la Seconde Guerre mondiale.
Appelée maintenant Kodomo no Hi, le jour des enfants, sans distinction de sexe, elle est célébrée par les familles japonaises chaque année, le 5 mai, pour assurer la bonne santé et la croissance de leur précieuse progéniture. Kintaro en reste l'une des figures emblématiques. Sa poupée orne toujours les tokonoma et les Kintaro-ame, des bonbons cylindriques qui laissent apparaître le visage du héros quand on les coupe, font toujours le bonheur des petits gourmands. Les estampes de l'ère Edo associent également Kintaro à un autre moment important de la vie des petits japonais mâles, le Genpuku, c'est-à-dire le passage du statut d'enfant à celui d'adulte. Tout comme la fête des garçons, cette cérémonie d'origine chinoise fut introduite au Japon au 8e siècle, pendant l'ère Nara. L'âge auquel les garçons célébraient le Genpuku varie grandement en fonction des époques, oscillant entre 10 et 20 ans, mais le rituel restait globalement le même. Le jeune adolescent abandonnait tout d'abord sa coiffure d'enfant. Il était rasé pour pouvoir porter le chonmage, chignon traditionnel des guerriers qui permettait à l'origine de fixer le casque kabuto sur le sommet du crâne. Je m'attarde quelques secondes sur ce diptyque d'Utagawa Kunisada II pour vous faire remarquer l'expression amusante de Kintaro lorsqu'il découvre son crâne fraîchement rasé dans le miroir. Sa nouvelle coupe a l'air de le laisser sans voix. Après cette première transformation capillaire, l'adolescent se dépouillait de ses vêtements puérils pour revêtir un costume d'adulte, le kimono Monsuki, porté avec un pantalon hakama et une veste haori brodée aux épaules du kamon, l'emblème de son clan, ici remplacé par le kanji kin de Kintaro. À l'issue de cette cérémonie, le garçon devenait enfin un homme. On lui remettait son premier katana, en lui apprenant notamment la manière correcte d'effectuer le seppuku, le suicide rituel en cas de déshonneur. De quoi oublier définitivement l'insouciance de l'enfance. À l'époque Edo, la popularité de Kintaro prend une telle envergure que son rôle dépasse largement celui de simple mascotte du Tango no Seku ou du Genpuku. Non content d'être un prodige de force, modèle de tous les petits nippons, Kintaro adopte peu à peu un aspect plus ésotérique, celui de l'enfant porte-bonheur qui soumet les puissances surnaturelles. En effet, Kintaro ne s'est pas contenté de se mesurer aux bêtes sauvages les plus puissantes du mont Ashigara. Lassé par le peu de résistance qu'offraient les ours, les lions, les carpes et autres serpents géants, le petit lutteur a décidé de s'attaquer à un plus gros gibier. Les démons, appelés Oni en japonais, voire carrément les dieux, les kami en personne. Plusieurs estampes représentent notamment Kintaro terrassant Reiji, le dieu de l'orage, son propre père d'après certaines légendes. Il y a sans doute une analyse oedipienne très intéressante à faire, mais je ne m'y risquerai pas aujourd'hui. Yoshitsuya montre ainsi l'enfant dans une pose très héroïque, brandissant sa hache sans craindre les éclairs qui zèbrent le ciel noir, pour renverser à ses pieds la divinité furieuse. Mais c'est Kuniyoshi qui nous offre à nouveau la version la plus surprenante de cette scène. Ici, Kintaro, toujours impavide, attrape le kami impuissant par le collet, comme un vulgaire lapin, pour lui arracher le cercle de tambour taiko avec lequel il produit le tonnerre. Au-delà de son aspect humoristique, cet ukiyo-e avait probablement la fonction d'un omamori, un talisman chargé de protéger le foyer de la foudre et des incendies. Peut-être parce qu'il est né de l'union surnaturelle d'une sorcière et d'un onryu, ou d'un kami-dragon, Kintaro montre effectivement une étonnante affinité avec les démons, qui deviennent, tout comme les animaux, ses joyeux compagnons de jeu. On les voit par exemple ici jouer de la musique tandis que Kintaro fait danser un ourson sur sa main, ou encore aider patiemment le petit héros à peindre le portrait d'un acteur de kabuki sur un cerf-volant. Pourquoi pas. La plupart du temps, les estampes expriment la supériorité de Kintaro sur les démons, qui paraissent honorer le petit garçon comme leur maître, sinon comme leur dieu. Sur celle-ci, ils escortent solennellement Kintaro qui semble participer à une procession sur le dos d'un sanglier géant. Sur celle-là, ils portent l'enfant en triomphe sur une sorte de mikoshi, littéralement un palanquin divin, traditionnellement utilisé lors des fêtes Matsuri pour faire défiler les kami dans les rues. Enfin, sur cet ukiyo-e de 1840, Kuniyoshi représente Kintaro trônant sur un rocher, entouré de 2 démons et tenant entre ses mains un livre sur la couverture duquel est inscrit Mukashi Mukashi, l'expression japonaise qui introduit les contes, un peu comme notre « Il était une fois ». La pose digne et autoritaire du petit garçon imite malicieusement celle de Kuan Yu, un guerrier chinois semi-légendaire du IIe siècle, réputé pour sa force exceptionnelle et lui aussi représenté avec la peau rouge. Divinisé dans la religion taoïste dès le VIe siècle, il devient Kuan-di, le saint empereur Kuan, divinité spécialement chargée de soumettre les démons. En assimilant symboliquement Kintaro à Kuan Yu, l'artiste montre que le petit garçon est tout aussi efficace que le dieu chinois pour neutraliser les mauvais esprits.
Voilà pourquoi Kintaro est aussi associé à la fête japonaise du Setsubun, célébrée tous les ans début février pour marquer la fin de l'hiver et le début du printemps. Cette tradition venue de Chine et importée au Japon au 8e siècle, comme c'est original, est à l'origine un rite d'exorcisation des mauvaises énergies accumulées pendant la saison froide. La coutume la plus populaire du Setsubun est appelée mamemaki. Elle consiste à jeter des haricots de soja grillés par les fenêtres pour expulser les esprits maléfiques en criant « Oni wa soto, fuku wa uchi » ce qui signifie globalement « dehors les démons, dedans le bonheur ». Les artistes de l'époque Edo représentèrent très souvent Kintaro se livrant énergiquement à ce rite, comme c'est le cas sur cette Uchiwae de Kuniyoshi, une estampe spécialement destinée à décorer un éventail. Dans certaines régions du Japon, les démons sont au contraire invités à entrer dans la maison, considérant qu'ils sont les émissaires des dieux. C'est ce que semble suggérer cette estampe de Kiyonaga, où les petits Oni se jettent avec avidité sur les haricots jetés par Kintaro, comme s'il s'agissait de friandises. Une dernière coutume du Setsubun consiste à accrocher devant sa porte un Hiragi Iwashi, une petite amulette artisanale fabriquée avec des têtes de sardines et des feuilles de houx pour empêcher les mauvais esprits de revenir dans la maison. Vous pouvez justement apercevoir ce talisman atypique sur cette ukiyo-e de Totoya Hokei en haut à gauche. Avant la restauration de Meiji, le mois du Setsubun correspondait aussi au moment du Shogatsu, la fête de la nouvelle année, depuis déplacée au 1er janvier pour correspondre au calendrier grégorien. Bien sûr, Kintaro ne pouvait qu'être associé à cette célébration, comme il est finalement à toutes les fêtes japonaises censées porter bonheur. Il est par ailleurs intéressant de noter que les acteurs qui interprétaient Kintaro dans le théâtre kabuki étaient presque systématiquement vêtus de blanc et de rouge. Or, ce sont justement les deux couleurs traditionnelles du Nouvel An japonais, la première symbolisant la pureté, la seconde la protection contre les forces du mal. Inutile d'en dire davantage. La fête du Shogatsu était l'occasion pour les parents d'offrir à leurs enfants des étrennes, appelées otoshidama. À l'ère Edo, il s'agissait généralement de petits jouets que l'on s'amusait parfois à faire tirer au sort, en laissant les bambins choisir au hasard une des longues ficelles auxquelles les présents étaient accrochés. On dégustait également le Kagami Mochi, un double gâteau de riz censé apporter force et vigueur pour la nouvelle année. Le Kagami Mochi était traditionnellement brisé lors d'un rituel shinto appelé Kagami Biraki, qui avait lieu le second samedi ou dimanche du premier mois de l'année. Il s'agit là encore d'une coutume porte-bonheur à laquelle Kintaro est fréquemment associé dans l'art japonais. Vous l'avez compris, au fil du temps, l'image seule de Kintaro est devenue un omamori à part entière. Synonyme de force et de victoire, l'enfant miraculeux incarne encore pour les Japonais l'énergie positive, celle qui accompagne tous les moments heureux de la vie. Mais la légende du petit garçon rouge ne s'arrête pas là. Après avoir vaincu aisément toutes sortes de monstres et de démons, Kintaro est revenu sur le mont Ashigara. Même s'il désespère de trouver un jour un adversaire à sa taille, l'enfant continue de s'entraîner opiniâtrement à la lutte sumo avec ses amis les animaux de la forêt. Le problème, c'est qu'il ne maîtrise plus sa force. Un jour, alors qu'il est en train de combattre l'ours, il projette accidentellement son adversaire qui tombe de la falaise et plonge dans le torrent. Kintaro arrache alors un tronc d'arbre à proximité et le jette dans la rivière, pour que son compagnon à poil puisse s'y accrocher et échapper ainsi à la noyade. Ce qu'il ignore, c'est qu'un témoin a assisté à toute la scène. Dissimulé sur une corniche avoisinante, le samouraï Urabe no Suetake n'en croit pas ses yeux. Bouleversé par la puissance physique du petit garçon, il décide d'en faire immédiatement rapport à son daimyo, le grand guerrier Minamoto no Yorimitsu, qui campe justement dans les environs. Intrigué par cet enfant qui, paraît-il, est capable de fracasser un rocher sur le crâne d'un sanglier, Minamoto no Yorimitsu ordonne à son vassal d'en apprendre davantage sur ce petit prodige, quitte à éprouver sa force par lui-même. Urabe no Suetake retourne donc dans la forêt pour provoquer Kintaro dans un duel de sumo. Le petit garçon, d'abord sceptique, finit par relever le défi. Après tout, il n'a jamais eu l'occasion de combattre un humain. Ce sera peut-être amusant. La lutte a lieu près de la rivière, et contre toute attente, Urabe no Suetake résiste à la tornade rouge. C'est que le samouraï n'est pas n'importe qui. C'est un Shitenno, l'un des 3 rois célestes de Minamoto no Yorimitsu, qui constitue sa garde rapprochée de meilleurs guerriers. Kintaro, qui n'est que force mais manque de technique, triomphe in extremis de cet adversaire redoutable. Yorimitsu, qui a assisté de loin au combat, est impressionné par cet adolescent massif qui a déjà bien entamé sa puberté sur cette ukiyo-e de Tsukiyoka Yoshitoshi.
Il lui propose donc immédiatement de rejoindre les rangs de son armée. C'est alors que survient Yamauba, qui révèle à Yorimitsu que Kintaro n'est autre que le fils de son ancien vassal, Sakata no Tokiyuki, et que l'enfant est justement destiné à le servir. Kintaro quitte donc sa mère et le mont Ashigara pour suivre Minamoto no Yorimitsu. Changeant de vie, il reprend le nom de son défunt père et se fait dorénavant appeler Sakata no Kintoki. Sous la tutelle de son nouveau maître, l'adolescent apprend à maîtriser sa force surhumaine et devient rapidement le 4e Shitenno du grand héros Yorimitsu. Avec ses compagnons, il va vivre d'incroyables aventures et vaincre les monstres les plus effrayants, comme Tsuchigumo, la monstrueuse araignée de la terre, ou encore Shutendo-Oji, le gigantesque ogre démon du mont Oe. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois si vous êtes mais alors vraiment très sage. Je vous quitte pour la 3e fois consécutive, car c'est un poète que j'apprécie beaucoup, avec un haïku de Kobayashi Issa. 小坊主よ、もう一つ笑え、梅の花。 Petit garçon, ris encore une fois, floraison de prunier. Et oui, un dernier haïku de Kobayashi Issa, parce qu'effectivement c'est un poète que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois j'essaie de trouver des haïkus qui rentrent un peu en résonance avec les thèmes de l'émission, sans que ce soit trop évident non plus. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce programme spécial avec moi et je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt sur nos lives.